Donc, Christian Boivin et David Philippard qui vont nous parler de la lutte collective, de stratégie efficace pour se protéger de cette épizootie. Christian Boivin, qui est inspecteur phytosanitaire à la Fredon-PACA et qui a participé aux luttes biologiques Torinus contre le Sinus châtaignier et Neodrinius pour le flatide pruineux, Metcalfa. Et David Philippard, lui, qui est de la Fredon Normandie. Je vous laisse la parole. Très bien, merci. Je vais juste introduire le propos très rapidement sur les réponses de la lutte collective. Je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de questions qui ont été posées hier et puis aujourd'hui. Il y a des réponses qui ont été abordées, qui ont été apportées. La lutte collective, voilà, c'est une des réponses techniques pour lutter contre le frelon asiatique, en tout cas pour limiter les nuisances, sachant que pour l'instant, on n'a pas d'outil d'éradication à proprement parler. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut une lutte collective encadrée réglementairement? Parce que le frelon asiatique, on l'a vu, s'installe partout et chez n'importe qui. Parce que le frelon asiatique, il peut nuire partout et à n'importe qui. Et parce que l'intérêt collectif dépasse largement les nuisances individuelles, entre parenthèses, ou entre guillemets, des gens chez qui s'installent les nids de frelons asiatiques. Donc, il y a plusieurs armes, il y a plusieurs choses à mettre en place pour la lutte collective. C'est d'abord s'appuyer sur des arrêtés préfectoraux de lutte collective, ce qui permet d'emmener avec nous les collectivités, que ce soit les communes, que ce soit les communautés de communes, ou les EPCI en général, on va dire les communautés de communes, que ce soit les conseils départementaux. C'est toujours bien d'avoir des arrêtés préfectoraux qui vont s'appuyer sur le classement de seconde catégorie, l'ex-classement de seconde catégorie du frelon asiatique, sur son classement espèces exotiques envahissantes, sur les classements, sur la notion de salubrité publique vis-à-vis des communes, du risque encouru donc par les gens sur un risque sur la voie publique, par exemple. C'est des choses qui sont importantes et qui permettent d'emmener, c'est une question qui est revenue souvent, qui permet d'emmener les différents acteurs, et il faut absolument emmener les collectivités dans le cadre de la lutte pour intégrer la lutte et aussi pour la financer. Parce que le nerf de la guerre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas la technique, forcément, pour avoir une lutte le plus aboutie possible, c'est la prise en charge de la destruction des nids. Voilà. Et pour arriver à ça, il faut emmener le maximum d'acteurs. Et à ce moment-là, c'est vrai que les arrêtés préfectoraux permettent ça au niveau des collectivités. Une organisation confiée aux organismes à vocation sanitaire, que ce soit les Fredons ou les FDG dons. Les Fredons sont déclinés au niveau régional et on a aussi au niveau départemental nos FDG dons, notamment nous en Normandie, notre FDG de la Manche, qui était partie prenante et initiateur du programme de lutte collective. Ou alors, on travaillait avec les GDS, qui sont les autres organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal. Et puis absolument le nerf de la guerre, avec une prise en charge des coûts de destruction. Quand vous avez des coûts de destruction qui vont entre 100 et 200 euros, on ne peut pas demander à un particulier de sortir 200 euros pour traiter un nid, pour intervenir sur un nid dans le fin fond de sa propriété, même s'il est à côté d'une école ou même s'il est à côté d'un GR ou d'un lieu très, très, très fréquenté. Donc, la prise en charge des coûts de destruction, elle est vraiment cruciale. Donc, je vais laisser la parole à Christian Boivin, mon collègue de Fredon-PACA, qui va nous parler un petit peu du plan de surveillance mis en place dans le Vaucluse, et le plan de surveillance qui est le préalable à la mise en place de la lutte collective. Oui, donc tu me diras, parce qu'en fin de compte, c'est moi qui ai le défilé. Comment, Christian, tu me diras quand tu veux que je passe les diapositives. Ça marche. Donc, je suis basé à Avignon. Et en 2019, donc, nos élus ont demandé au conseil départemental de protéger les ruchers. Donc, depuis cette année, le plan de surveillance a commencé. Et Pauline Ricard est notre chargée de mission au sein du département, au service agriculture et alimentation durable. Donc voilà, l'inventaire de notre frelon Velutina. Alors en PACA, grâce au muséum, les nids sont enregistrés depuis 2011. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de nids enregistrés dans les Alpes-Maritimes. C'est le seul département de la région qui a un arrêté départemental. Donc, du coup, les destructions de nids dans le département des Alpes-Maritimes sont prises en charge à 100%, que ce soit dans le domaine public comme dans le domaine privé. Donc, le plan de surveillance en Vaucluse,
Donc, la Fredon a mis en place le site www.frelonasiatique84.fr cette année. Donc, ça nous permet d'enregistrer les nids. Ça nous permet de savoir comment les collectivités organisent la lutte. Donc, le budget consacré, où est-ce qu'ils détruisent les nids. Et tout le monde est concerné, donc nos EPCI, les collectivités, les communautés de communes, les différents services du conseil départemental, bien sûr les apicultrices et les apiculteurs, et puis tous les gestionnaires de sites, nos désinsectiseurs et les pompiers. Donc le site fonctionne comme ça, il y a 4 pages en fait, on a essayé de le faire le plus simple possible. Donc pour connaître la biologie du frelon asiatique, ça oriente directement sur la page dédiée du muséum, page parfaite, donc lien direct. Quand nous avons un nid, vous avez vu un nid, là, ça va sur l'inventaire, donc pour cartographier les nids. Quand vous êtes une collectivité, du coup, c'est un questionnaire pour savoir quelle est la lutte qui a été instaurée ou non. Et la dernière page, donc vous êtes un désinsectiseur, c'est pour étudier les bonnes pratiques de nos opérateurs. Donc, nous avons ciblé certains points. Donc, tout en bas, nous voyons en question aux EPCI, quels sont les freins qui sont au niveau de la prise en charge de la destruction des nids de frelons. Ensuite, nous demandons si la prise en charge est ciblée pour l'espace public et ou également l'espace privé. Et autre point ciblé pour nos désinsectiseurs, comment ils gèrent les déchets toxiques, aussi bien les nids traités que les biocides utilisés. Donc l'objectif de ce site, c'est de permettre à nos élus de mieux évaluer les besoins de la lutte pour l'année prochaine. Voilà, repartons en Normandie. Alors, merci Christian pour donc ce préalable sur la surveillance qui a été instaurée dans le Vaucluse. Moi, je vais vous parler plus particulièrement du plan de lutte collective qui est développé dans le Calvados, qui est sur le même modèle que au PROU de celui de la Manche et développé par nos collègues de la région de la Manche, et donc qui se base donc sur 3 axes principaux au niveau administratif. Donc la mise en place d'un arrêté préfectoral de lutte collective. Donc c'est vrai que pour passer un arrêté préfectoral de lutte collective, il faut avoir réuni les apiculteurs, les GDS, la DDTM, la DDDPP, le conseil départemental, tous les acteurs possibles et imaginables autour de cette lutte collective, toutes les personnes qui peuvent avoir un intérêt à la lutte. Ça nous a permis de passer une convention avec le conseil départemental du Calvados sur la prise en charge de la destruction des nids de frelons asiatiques, donc une prise en charge partielle à hauteur de 30%, pour une enveloppe quand même de 100 000 euros maximum. Donc, c'est pas rien, il y a un vrai investissement du conseil départemental. On a le même investissement sur le conseil départemental de la Manche. Ça nous a permis, on va le voir plus tard, d'embrayer sur les conventions avec les EPCI, donc avec les communautés de communes, les communautés d'agglo, qui, elles, dans notre montage, sont la clé pour la communication vers les communes, vers les particuliers, et sont aussi la clé pour le financement de l'animation en général, notamment du portail frelonasiatique14.fr. Et donc, ça nous permet derrière, une fois qu'une communauté de communes a conventionné avec nous, a adhéré au dispositif, d'ouvrir ce dispositif à l'ensemble de ces communes. Et à ce moment-là, les communes ont accès à des listes de prestataires. Je vais vous dire un petit peu tout à l'heure comment est-ce que ça se passe, à des listes de prestataires, et accès à la subvention du conseil départemental pour aider à la destruction des nids. Et l'engagement des communes, à côté de ça, c'est de s'engager, elles, à payer l'autre partie de la destruction des nids, avec la possibilité, si elles le veulent, d'appeler une contribution aux particuliers, mais qui en général est assez peu mobilisée. Au niveau technique, donc, on a un référencement de tous les prestataires selon un cahier des charges que l'on fait tous les ans. Je vous détaillerai tout à l'heure un petit peu les grandes lignes du cahier des charges qui sont importantes. Tout le monde n'est pas retenu comme prestataire en lutte collective. Il faut répondre à ce cahier des charges. Il y a la mise en œuvre importante du portail frelonasiatique14.fr ou frelonasiatique50.fr chez nos collègues de la Manche, qui est ouvert 7 jours sur 7.
et qui peu ou prou ressemble au portail qui nous a été décrit tout de suite par Christophe. Les fonctionnalités sont les mêmes, le statut d'ENI, les accès pour les communes, les prestataires, un administrateur, les entreprises de 3D, le conseil départemental, on a les mêmes fonctionnalités. La différence qu'il y a peut-être par rapport à ce que nous présentait Christophe, c'est que nous, en tout cas dans la Manche et dans le Calvados, on a bloqué la déclaration d'ENI aux communes. Ce sont donc, je vous le détaillais tout à l'heure, les administrés, les citoyens voient l'ENI chez eux, sur la voie publique, et vont déclarer l'ENI, on les déclare par téléphone, possible aussi, auprès de la commune, et c'est elle qui remplit le portail. On a voulu ça. Dès la première année, c'était pour éviter les doublons. On s'est dit, si on ouvre à tout le monde la déclaration d'ENI sur une plateforme libre sur Internet, on va se retrouver avec des doublons à gérer dans tous les sens et ça va être compliqué. Et donc, le goulon d'étranglement, le point d'accès, le passage obligatoire, ça reste la mairie. Ça permet aussi d'investir les mairies dans ce rôle et aussi d'investir les EPCI, les communautés de communes. À côté de cela, donc de ce portail-là que les communes peuvent remplir 7 jours sur 7, il y a un accueil téléphonique qui est fait par un animateur départemental, tous les jours de la semaine. Et c'est cet animateur-là, départemental, qui fait le lien sur la base de la passerelle pour vraiment qualifier les nids qui sont signalés et à ce moment-là déclencher les interventions des différents prestataires. Il y a un axe très important de communication, surtout les premières années. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes de la part des gens, beaucoup de sollicitations des communes, des EPCI aussi. Donc, il y a un gros volet de communication. Est-ce qu'il faut piger, oui ou non? Si je dois le faire, où est-ce que je le fais? Comment je le fais? Sur quelle période? Comment je dois déclarer l'ENI? Est-ce que c'est dangereux? Voilà. Et il y a vraiment beaucoup de communication à faire. Nous, le montage a été fait en 2017 dans le Calvados. On voit qu'en termes de communication et de retour téléphonique, ça commence à s'alléger que depuis cette année. Mais les 2-3 premières années, c'est vraiment très fort. Le téléphone n'arrête pas de sonner au début quand on communique vraiment beaucoup à tout va. On sent qu'il y a vraiment un besoin d'explication et de communication auprès de tout le monde, auprès de tous les échelons. On a prévu donc des formations de référents. Alors les référents dans le Calvados, de mémoire, on doit être à près de 300 référents dans le Calvados, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont des gens qui sont des apiculteurs souvent, et très souvent aussi des agents des collectivités ou des élus des petites communes, qui sont les référents et qui vont potentiellement qualifier les guides phronoasiatiques, servir de relais sur le terrain auprès des gens qui signalent les nids phronoasiatiques et qui sont un petit peu notre présence sur le terrain dans toutes les communes, 357, c'est quand même pas mal, à expliquer la lutte et à prêcher la bonne parole, on va dire. On prévoit aussi donc des audits des pratiques des prestataires, donc soit des audits qui sont faits sur place lors des interventions, puisque les interventions sont signalées sur le portail phronoasiatique, et donc on sait quand est-ce que les intervenants, quand est-ce que les prestataires interviennent, et aussi des audits qui sont faits de satisfaction qui sont faits auprès des demandeurs de destruction de nids, voir si ça s'est bien passé, si la personne s'est bien protégée, si les techniques étaient bien utilisées, voilà, si tout s'est bien passé. Et ça nous permet derrière donc de qualifier et de ne sélectionner que les intervenants qui bossent vraiment très bien. Pour que la lutte marche bien, il faut vraiment qu'à tous les échelons ce soit bien huilé. Et c'est une façon pour nous aussi de s'assurer que les prestations sont bien réalisées jusqu'au bout dans des très bonnes conditions. Et puis, bien sûr, il y a une notion de pilotage par le COPIL annuel, qui est présidé donc par la direction, par la DDPP, voilà, plus vite, par Faudron Normandie, par le président de Faudron Normandie, et dont les membres sont la DDTM, le GDS, le GDSA, le conseil départemental 14, bien sûr, l'ensemble des 13 communautés de communes et comités d'agglomération, l'Union de l'amicale des maires qui représente tous les maires, voilà, et puis les différentes associations d'apiculteurs qu'il peut y avoir dans le Calvados. Et c'est au cours de ces comités de pilotage-là que sont prises les décisions sur le cahier des charges pour les prestataires, sur ce qu'il faut qu'on change, qu'on améliore. Voilà. C'est l'organe souverain de la lutte collective. Comme d'habitude, il y a toujours un comité de pilotage.
Voilà. Donc concrètement, le conseil départemental est engagé depuis 2017, je dis quand même, avec une enveloppe de 100 000 € maximum plafonnée, qui leur permet d'intervenir à hauteur de 30% de la destruction des nids, plafonnée à 30 €. Grosso modo, voilà, un nid détruit pour 100 €, il y a 30 € de pris en charge par le conseil départemental. Et si le nid est détruit à 110 €, c'est bloqué à 30 €. Voilà. Depuis le début, depuis 2017, c'est hyper important, toutes les communautés de communes du Calvados ont adhéré au dispositif. Il y avait à la fois une vraie attente, une vraie sollicitation, et toutes les communes ayant adhéré depuis le début. Ça veut dire que l'animation est intégralement payée par les communautés de communes. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un gros travail on a quasiment été présent dans chacune des communautés de communes pour faire des explications en conseil communautaire de ce que c'est que le portail, de ce que c'est que l'aide collective, pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on atteigne l'objectif d'une prise en charge à 100% par les collectivités. C'est pour avoir une efficacité maximum. Et ça a été très bien compris, et on peut saluer les communautés de communes. Et on a la même chose dans le dispositif qui est mis à l'égal dans la Manche. Et donc, sur la carte de droite, vous avez donc la carte des communes qui adhèrent en 2021. Donc, toutes les verts clairs de ces communes qui adhèrent, on doit être à 80, 90 ou 95%, je crois, de communes. Celles qui ont un vert d'eau un petit peu plus clair, c'est les communes qui nous ont dit, écoutez, nous, on n'adhère pas à votre dispositif, mais on a mis en place notre dispositif d'intervention avec nos prestataires et avec nos façons de faire, ou des fois avec les services communaux, c'est le cas de certaines communes. Et voilà, les communes en blanc, c'est les communes qui n'ont jamais répondu. Donc, soit qui n'ont pas de problème de frelons asiatiques, soit qui ont toujours une partie comme ça. Et puis, les 4 communes en rouge, c'est les communes qui ont clairement, par délibération du conseil municipal, refusé d'intégrer la lutte collective et dire, voilà, nous, on se débrouille, on ne veut rien avoir à faire avec vous. Voilà. Bon, pourquoi pas, il y en a 4 sur la totalité, mais on a quand même une très très bonne couverture. On a 96% des communes qui adhèrent, malgré que tous les ans, depuis 2-3 ans, on n'est qu'à 75% des communes qui signalent des frelons asiatiques. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui d'emblée s'inscrivent dans l'aide collective et qui forcément n'en ont pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas que les communes qui ont du frelon asiatique qui sont adhérentes, il y a aussi les communes qui, de principe, adhèrent au dispositif. Voilà. Donc, là, un des points clés pour être prestataire dans le dispositif de collectif, c'est être une entreprise ou une autre entreprise, c'est-à-dire avoir un numéro de SIRET. On ne prend pas de particulier, parce que derrière, ça découle sur l'obligation d'avoir une qualification de son personnel, d'avoir le certibiocide, qui est un certificat professionnel, et c'est délicat de confier à des particuliers des produits biocides de professionnels. Donc, on est parti sur le fait qu'on va avoir affaire à des professionnels et pas à des particuliers qui s'inventent du jour au lendemain des insectiseurs. Il faut avoir souscrit un contrat d'assurance qui couvre l'activité de désinsectisation, bien sûr. Il faut indiquer ses tarifs de prestation sur les différentes EPCI et les zones d'intervention que l'on veut utiliser. Donc, je vais vous dire tout à l'heure un peu comment ça marche. Il faut donc s'engager à prendre rendez-vous avec le riverain dans les 24 heures qui suivent l'attribution d'un nid. Parce que dans notre portail, une fois que le nid est géré par l'animateur départemental et que le nid est attribué à une entreprise, à un prestataire, aussitôt, automatiquement, le portail envoie un SMS au riverain en lui disant « Votre nid a bien été pris en compte et vous allez être contacté sous 24 heures par l'intervenant. » C'est une nouveauté qu'on a mis en place l'année dernière qui est extrêmement précieuse parce que les gens une fois qu'ils ont signalé le nid en mairie, ils voudraient que ça aille très très vite. Ils voudraient même que le nid ait été traité avant-hier pour être bien. Et donc, c'est important qu'il y ait un contact qui soit fait très rapidement entre le riverain, on va dire, entre le riverain et le prestataire. Et ce premier contact-là, en fin de compte, il est fait par le portail qui avertit le riverain que son nid est pris en compte et qu'il va être appelé. Le prestataire s'engage à intervenir dans un délai de 3 jours maximum. Voilà, c'est respecté à 90%, 84% même. Et il s'engage aussi à assurer la sécurité des opérations pour lui, c'est une obligation de protection pour lui, et pour les tiers, bien sûr, notamment pour les habitants, pour les riverains et les habitants de la maison dans lesquels il peut être amené à intervenir. Pardon, excusez-moi. Il s'engage aussi à une exécution optimale, donc à une obligation de résultat. C'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, son intervention n'a pas donné entièrement satisfaction, il y retourne.
Voilà, autant de fois qu'il faut. Des retours sur nid, hein, on en a entre 2 et 3% à peine, à peine. Donc c'est assez rare, mais voilà, il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses. Très important, il s'oblige à utiliser une purette d'origine naturelle, pas injection dans le nid. Voilà, ça on insiste bien là-dessus, hein, c'est une obligation, et c'est partie des audits hein, que l'on fait. Utilisant une purette naturelle par injection dans le nid, pas de pulvérisation, pas d'utilisation de paintball, c'est vraiment l'utilisation d'une perche à 99%, hein, d'une perche dans le nid qui est utilisée. On a un prestataire qui intervient avec un drone qui est équipé d'une perche, lui, et qui va pouvoir intervenir dans les nids, mais sur le même principe, hein, que ce soit une perche depuis le sol, c'est une perche depuis un drone qui injecte de la purette naturelle dans le nid. Ça, c'est hyper important. On les encourage au maximum à réaliser le marquage des nids traités. Ça, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Et on leur demande de ne pas décrocher les nids avant 3 jours, hein, pour être sûr que les purettes naturelles aient fait leur effet sur l'ensemble de la colonie. Voilà. Et si vraiment le décrochage est demandé pour nos emponautes, c'est le cas souvent dans les écoles, où les gens ne tolèrent pas qu'un nid puisse rester dans un arbre. Dans une école, on a beau expliquer que le nid a été traité, qu'il n'y a plus de problème. Souvent, ça rassure beaucoup les parents de pouvoir décrocher le nid. J'ai entendu parler hein, tout à l'heure des problèmes de décrochage des nids. On était parti initialement par un décrochage systématique des nids au bout de 3 jours. C'est extrêmement dur à gérer et c'est extrêmement cher parce qu'en fin de compte, ça double l'intervention des prestataires et ça conduit à trop de temps et les gens passaient autant de temps à décrocher le nid qu'à intervenir et on avait des délais d'intervention qui étaient beaucoup trop longs et c'est pour ça qu'on est vite parti sur une purette d'origine naturelle qui n'est pas la solution idéale parce qu'il n'existe pas de solution idéale mais qui est la concession la meilleure hein, pour l'utilisation d'un produit pour une activité, pour une action efficace sur les nids, en disant voilà, dans l'absolu, on ne décroche pas les nids et la purette va se dégrader avec le nid au fur et à mesure de sa dégradation. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on est parti sur des purettes naturelles et pas des purettes chimiques qui ont une durée de vie beaucoup plus longue, hein, une rémanence beaucoup plus longue, qui dépasse largement ce qu'on demande en termes d'efficacité dans cette utilisation-là et qui peut créer des problèmes d'avoir des nids qui vont rester dans les arbres avec plein de produits phytosanitaires ou plein de produits biocides. Il s'engage aussi, donc, ces prestataires à renseigner le portail au jour le jour. Ça veut dire qu'on a un suivi au jour le jour, la commune a un suivi au jour le jour, le PCI aussi, le conseil départemental des nids traités. Et il n'y a pas de paiement du prestataire si le portail n'est pas mis à jour. Ça nous permet d'avoir une base de données solide de tous les signalements, de toutes les destructions. Voilà. Et donc, il doit accepter hein, d'être audité par Fredon Normandie. Voilà toutes les conditions. Ça paraît un petit peu sectaire, un petit peu sévère comme dispositif, mais c'est la garantie d'avoir quelque chose qui marche bien et quelque chose d'efficace. Voilà. Donc concrètement, comment ça se passe? Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Comment ça se passe? Une fois qu'une EPCI a adhéré au dispositif, ça ouvre à toutes ces communes la possibilité de rentrer dans le dispositif. On demande à chacun des prestataires de se positionner sur les différentes EPCI. On en a 13 dans la bêtise, on en a 13 dans le Calvados, en donnant leurs tarifs à différentes hauteurs. Voilà. Et donc, sur une EPCI, on va se retrouver avec, on a à peu près là en ce moment une cinquantaine de prestataires hein, sur l'ensemble du département, et on va se trouver avec une EPCI avec 17 prestataires. Et les communes de cette EPCI-là reçoivent la liste des 17 prestataires qui sont disponibles sur leur EPCI en termes d'intervention, avec le nom de l'entreprise, le nom du patron, parce que souvent ils connaissent les gens directement, le siège social, parce qu'il y a au-delà du prix, il y a aussi la notion d'employer, d'utiliser des acteurs locaux. C'est très important pour les communes, donc c'est important aussi. Ils ont les hauteurs d'intervention et puis les tarifs d'intervention. Et dans cette liste de 17, hein, dans cet exemple-là de 17, les communes de l'EPCI vont choisir 4, avec les critères qu'elles veulent, puisque au final, c'est les communes qui vont payer. Hein, avec les critères qu'elles veulent, et elles nous nomment les 4, hein, de 1, 2, 3, 4. Et quand on a une intervention à faire dans une commune, on appelle le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, en fonction de leur disponibilité, ce qu'on en maîtrise à travers le portail, en fonction aussi de la hauteur d'intervention. Voilà. Et donc, la commune, une fois qu'elle a signé sa convention, reçoit la liste de ses prestataires, nous indique avec lesquels elle veut travailler, les 4 encore une fois, hein, et puis c'est parti. Et donc là, quand un riverain voit un nid,
il le signale à la mairie, hein, donc il va à la mairie, il le signale à la mairie, qui a son accès sur le portail, qui le déclare sur le portail. En direct, l'animateur qui est basé à Fredon-Normandie voit le nid arriver, le qualifie. S'il y a besoin, on envoie un référent, on passe un petit coup de téléphone à la mairie pour bien être sûr que c'est du frelon asiatique et pas du frelon commun. Et si c'est du frelon commun, on a l'instruction que les gens font ce qu'ils veulent, ils peuvent le traiter s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas, mais que ça restera à leur charge. Une fois que tout ça que tout est qualifié, que le nid est qualifié, il est donc mandaté à un des 4 prestataires de la commune. Et à ce moment-là, en live, l'observateur, le riverain, reçoit un SMS en disant « C'est bon, votre nid a été pris en charge, vous allez recevoir un coup de téléphone d'un prestataire pour convenir d'un rendez-vous pour détruire le nid. » Et c'est parti. L'entreprise intervient, elle détruit le nid, elle traite le nid, elle remplit le portail le soir en rentrant ou le lendemain, et là, on a un suivi réel du nid. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait ce déclenchement-là, c'est la Fredon qui paye le prestataire directement. C'est la Fredon qui paye le prestataire, donc qui avance pour l'ensemble du département pour les prestataires, hein, et qui fait un appel à la commune à hauteur de 70%, donc des appels groupés, on ne fait pas des factures toutes les semaines, hein, des appels groupés donc à la commune pour 70%, et un appel au conseil départemental sous convention à hauteur de 30%. Voilà. Et la commune a, si elle le veut de son côté, la possibilité de faire appel à une prise en charge des particuliers. Ça, c'est la décision de la commune. Voilà. Donc voilà les nids, hein, le nombre de nids qui ont été traités depuis quelques années. Donc, mis en place en 2017, on a fait 550 nids, bon, c'était la mise en place. Hein. 2019, on est à 1541 nids. 2018, qui a été une grosse année dans tout l'ouest de la France, mais même toute la France, on est monté à 3000 nids. Et en 2019, en 2020, pardon, non, 2019, excusez-moi, 2019, on était revenu à 1540 nids. 2020, 2800, grosso modo. Et 2021, vous l'avez ici, hein, on était parti très, très faible, vraiment en dessous de la courbe la plus faible. On se dit, ça va vraiment être une toute petite année. Mais en fin de compte, ce qu'on s'est aperçu, hein, c'est qu'il y a surtout, non pas un faible nombre de nids, mais un retard de croissance des nids, des saignements qui ont été un peu plus tardifs. Et on a quand même un retard entre 3 semaines et un mois et demi, hein, par rapport au signalement. Et on voit que là, arrivé au mois d'octobre-novembre, on est en train de croiser les courbes et on va certainement finir, on ne sait pas comment on va se finir, on va certainement finir de l'ordre des 2 années précédentes. En tout cas, de 2018 et 2020, des 2 années précédentes les plus fortes. Est-ce que le potentiel du Calvados se situe autour de 2500, 3000 nids? C'est possible que ce soit ça. Nos collègues de la Manche, hein, sont montés, pour titre d'exemple, sont montés en 2018 à près de 6000 nids. Hein, à près de 6000 nids, et puis ils sont, je l'ai noté quelque part dans une petite feuille intelligente, nos collègues de la Manche étaient sur 2020, à près de 4000 nids. Et ça, c'est une dimension qui est particulière aussi, qui est importante à prendre en compte dans le portail, c'est que le portail doit pouvoir supporter la gestion fluide et rapide d'un très grand nombre de nids. Hein. Et là, je reviens un petit peu en arrière sur ce que nous disait Christophe tout à l'heure, c'est cet exemple qu'il faut saluer, de gratuité et d'altruisme, qui est très bien, et c'est quelque chose sur lequel on a buté, nous, dès la première année, parce qu'on avait ce dispositif-là, c'est qu'il fallait que le dispositif évolue. On avait des exigences par rapport à l'évolution du portail et au fait qu'il fallait qu'il évolue et puis qu'il s'adapte aux grandes quantités de nids. Et on a été contraint de passer par des prestataires pour avoir cette assurance que le portail serait géré, entre guillemets, parce que c'est pas vrai, ad vitam aeternam, et qu'en cas de coup dur, il y a toujours quelqu'un dans l'entreprise, et le prestataire s'y engage pour l'évolution du nid, pour l'évolution du portail, et pour en tout cas son maintien en ligne. Voilà. Et donc on a un peu buté, nous, sur les gros volumes et sur le fait qu'on avait besoin de passer un niveau au-dessus. Donc voilà pour les entre guillemets les performances, hein, de l'élite collective. On arrive quand même à des nombres de nids qui sont assez impressionnants. Quelle est la part de nids réellement détruits par rapport aux nids existants? J'entendais parler 20%, 50%, 60%. Je n'en sais rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez, c'est que peu ou prou, entre le 16 septembre et le 1er octobre, plus de 50% des nids tous les ans ont été détruits. On a 50% de destruction, ce qui est important, c'est avant les nids sont défondatrices, les nids sont détruits. Donc, en termes de performance,
On arrive quand même à quelque chose d'assez important, mais pour le coup, qui ne permet que de limiter la pression du front asiatique cette année, mais qui en rien n'engage la lutte pour l'année prochaine, puisqu'on sait qu'une bonne partie des fondatrices, elles vont partir ici et sur des nids qui seront détruits après l'émission des fondatrices. Petit détail aussi, vous voyez jusqu'où s'allonge la lutte collective. La lutte collective, on la maintient en relation avec les apiculteurs, on la maintient jusqu'à ce que les apiculteurs nous disent bah, c'est bon, on est arrivé en fin de saison, il n'y a plus d'activité des ruches, il n'y a plus de risque sur les ruchers. On a maintenu cette activité-là parce que plus on avance dans le temps, dans la saison, moins il y a de risques humains, on va dire. On a vu les risques humains qu'il peut y avoir. C'est vraiment une dimension apicole. Et on voit bien que la pression des frelons asiatiques sur l'apiculture augmente en fin de saison parce qu'en fin de compte, elles n'ont quasiment plus que ça à manger. En tout cas, en termes de ressources de protéines. Et donc, c'est un engagement qu'on a de maintenir la lutte collective jusqu'à ce que les apiculteurs nous disent bon, c'est bon, là, on est arrivé en fin de saison. On a eu 3, 4, 5 nuits de gelée, fin novembre, tout début décembre, et on peut estimer que l'activité apicole est terminée et on peut arrêter la lutte collective. Très rapidement, pour finir, les coûts moyens constatés. Sur des nids à moins de 10 mètres, 82 €. Sur des nids entre 10 et 25 mètres, 110 €. Et sur des nids à plus de 25 mètres, 207 €. Pour la petite histoire, 25 mètres, c'est un immeuble de 8 étages, 3 mètres par étage. Donc, ça fait quand même des interventions qui sont assez compliquées. On a eu quelques interventions à plus de 30 mètres, à 35, 40 mètres, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. On voit donc des coûts. Cette lutte collective-là, le fait que les prestataires savent que leurs tarifs vont être affichés en concurrence de tous les autres dans chaque commune de l'EPCI, eh bien, on arrive à une concurrence qui s'installe et qui arrive à maintenir des prix qui sont toujours trop chers, mais quand même assez corrects. Là, vous avez l'évolution des prix, ce qui est assez important quand même à noter, l'évolution des prix de 2017 à 2020. On voit on est passé en dessous de la barre des 100 € en moyenne, pondérée, selon les nids, et c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est assez performant. Une chose aussi qui est importante, c'est que il y a plein de statistiques qui ressortent du portail, mais une chose sur lesquelles, notamment sur les semaines de destruction, énormément de statistiques, la seule que j'ai voulu garder pour aller très très vite, c'est celle-ci, c'est le détail de la localisation des nids de 2020. 76% des nids étaient dans le domaine privé, 16% dans le domaine public et 8% dans le domaine privé ouvert au public, les zoos, les golfs et compagnie. Sans lutte collective, vous êtes quasiment sûr que les nids du domaine public vont être traités. Ils sont sur la voie publique, ils sont dans une école, ils sont dans la mairie, ils sont à la poste. Vous êtes sûr que la commune va les prendre en charge. 8% des nids qui sont dans le domaine privé ouvert au public, vous êtes sûr ou presque que ça va être traité. C'est dans le zoo, c'est sur le parking d'une grande surface, j'ai donné une marque, c'est le parking de grande surface, c'est dans un golf, on a eu tous les ans qu'on peut avoir de domaine privé ouvert public. Vous êtes sûr que le gestionnaire du parc va faire détruire le nid. Ici, c'est-à-dire 3/4 des nids, ils sont dans le domaine privé. Chez des gens qui n'ont pas forcément 100 € à mettre dans une destruction de nid, qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas forcément l'envie. Et ici, si vous ne mettez pas en place un dispositif collectif qui permet d'assurer le maximum de prise en charge de la destruction des nids par la collectivité, parce que c'est la seule solution qu'on a trouvée pour l'instant, peut-être que si on avait un mécène, ce serait très bien, mais pour l'instant, on n'a trouvé que la collectivité. S'il n'y a pas cette prise en charge-là, la performance sur les 76% des nids, là, ça s'effondre. Ça s'effondre. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de pouvoir travailler en lutte collective et en approchant tous les acteurs et en mettant en place des financements dédiés. C'est parce que la plus grande partie des nids sont chez les particuliers et que les particuliers n'ont pas vocation ni les moyens de pouvoir traiter les nids. Et juste, alors, 3 petites cartes. Et puis s'en va, pour finir. C'est des choses qu'on avait vues, qu'on avait travaillé avec nos collègues de Bretagne, de l'ADG Don de Bretagne. Là, des cartes qui sont assez troublantes, et que je vais laisser, voilà, c'est l'ouverture un petit peu à la discussion. Là, vous avez la carte de la population du Calvados en 2006. Là, vous avez la carte des nids détruits en 2020. Et il y a une proximité des deux cartes qui est assez troublante. En termes de, là, on voit que les nids sont les plus, alors plus la couleur est dense, plus le nombre de nids est important dans les communes, et plus la couleur est clairement c'est important. Et ben on voit qu'on retrouve Caen, Bayeux,
Là, on va trouver Vire, Condé-sur-Noireau, Falaise, Lisieux pour ceux qui connaissent, hein, Pont-l'Évêque, les agglomérations bocagères du bord du Cap Cabourg-Houlgat et du bord de mer. Et là, on a quasiment la même carte que pour la population humaine. Et là, vous avez les déclarations de ruchers. Alors, par commune à l'époque, hein, c'était en 2000, avant 2015. Et là-bas, on se retrouve aussi hein, avec la région caennaise, Lisieux, Pont-l'Évêque, Condé-sur-Noireau, Vire, Bayeux. On se retrouve avec des choses assez similaires. Et voilà, c'est bien la preuve qu'il faut bien qu'on ait une approche collective hein, pour arriver à lutter contre ces frelons asiatiques, parce qu'on les retrouve principalement sur des zones fréquentées par la population et fréquentées par les ruchers, par la population apicole, qui est de plus en plus, on le sait, hein, périurbaine. Alors, juste une chose, hein, pourquoi une telle densité en ville hein? Il y a au moins deux phénomènes. Le premier, c'est qu'on peut penser quand même que les hivernations, ou en tout cas l'émigration, est plus satisfaisante pour les fondatrices dans les zones urbaines que dans un bâtiment, on va dire, que dans une nuée de lierre ou dans un vieux mur. C'est sûr qu'il y a un meilleur taux de réussite. Et puis aussi que les signalements sont plus faciles à faire dans une allée de tilleuls dans une commune que dans une allée dans un alignement de peupliers dans le fin fond des marais. Donc, plus de signalements, mais aussi plus de réussite de l'hivernage des fondatrices. Et peut-être aussi hein, une ressource alimentaire type apicole, je dirais, aussi plus présente en zone périurbaine. Voilà. Voilà un petit peu donc le concept de la lutte collective que l'on a défini donc, dans le Calvados, dans la Manche, et dans un certain nombre de fredons et d'œufs gédons. Merci beaucoup, David. Merci, Christian, pour votre intervention très intéressante et très riche. Voilà, j'ai noté pas mal de compliments aussi sur le forum de discussion. Alors, il y a quelques questions sur le forum questions-réponses. Notamment, il y en a deux qui concernent quels résultats en termes de réduction du nombre de nids et surtout après en termes de retombées pour les apiculteurs, réduction de pression. Alors, en termes de réduction du nombre de nids, on n'en sait rien parce qu'on ne connaît pas, comme tout le monde ou comme personne, le nombre de nids initial. Voilà, on a une performance du nombre de nids détruits, ça c'est sûr. Le nombre de nids dans l'environnement, on ne le connaît pas. On pourrait le comparer d'un département à un autre, on pourrait comparer les différentes modalités des luttes d'un département à l'autre en disant de proche en proche, un département doit pas être forcément très, très différent d'un autre, peut-être avec une notion côtière et une notion justement de taille de ville qui peut être importante aussi. Mais le pourcentage de réduction, on n'en sait absolument rien. Là, pour le coup, on n'en sait rien. Et en termes de pression, pression apicole, eh ben, c'est pareil, on ne récolte que la pression apicole que l'on a. Tout ce qu'on peut savoir, c'est par exemple cette année, on a une pression apicole qui semble moindre. Hein. Les grosses années, on a eu notamment en 2018 des problèmes apicoles dès le mois d'août, hein, dès la mi-août. Je pense que la pression apicole, elle est autant, sinon plus liée à la météo et aux conditions de vie du frelon asiatique qu'à la lutte en elle-même. Pour savoir vraiment quel est l'impact de la lutte collective sur la pression apicole, il faudrait faire des zones sans lutte collective. Il faudrait couper le département en deux. On en fait un sans lutte collective, on en fait un avec, et on voit bien la différence entre les deux. À partir du moment où on a réussi à mettre la lutte collective sur l'ensemble du département, on n'a plus de recul par rapport à son efficacité intrinsèque. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que les apiculteurs, je ne pense pas qu'ils reviennent en arrière sur un allègement de la lutte collective. Pour Christian Boivin, y a-t-il des collectivités locales ou groupements qui aident au financement de la destruction des nids dans le Vaucluse? Oui, il y a de tout. Majoritairement, il n'y a pas de prise en charge, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Par exemple, Orange, Bolène prennent en charge à 100% la destruction des nids, que ce soit domaine public ou domaine privé. La Fredon est basée à Avignon et là, c'est un territoire où la prise en charge est exclusivement sur le domaine public. Mais c'est relativement très peu de communes qui prennent en charge. C'est pour ça que le conseil départemental a demandé via le site internet à faire une étude des pratiques pour pouvoir argumenter
et dire l'année prochaine aux élus, est-ce qu'on évolue vers un système comme en Normandie ou dans d'autres départements où la lutte collective est efficace. Ok, autre question. Comment s'est organisée la réalisation de l'arrêté préfectoral de lutte collective, entre parenthèses, initiateur, rédacteur, administration? Donc, il a été rédigé avec la DDPP à l'époque et la DDTM sur des modèles qui existaient déjà dans d'autres départements, tout bêtement, comme ça se fait souvent, comme ça se fait souvent, avec en entrée, en attendu, le classement du Front asiatique, son classement, donc en deuxième catégorie à l'époque, son classement espèces exotiques envahissantes, la notion de salubrité publique, pardon, qui est importante, et donc d'engagement des communes à rendre la lutte collective. Et le ressort aussi, c'est de dire la lutte collective, on va la confier à quelqu'un, l'organisation va la confier à quelqu'un. En général, c'est un OVS, que ce soit un GDS, GDSA ou une Fredon ou une FDG-DON. Et une fois qu'on a mis ça en place, il faut le décliner. La rédaction est assez simple, je dirais. La rédaction est assez simple et elle est assez unanime. Tout le monde conçoit bien que le risque d'un arrêté, c'est qu'il soit attaqué d'un bout ou d'un autre. Mais tout le monde conçoit bien que la lutte contre le frelon asiatique est absolument nécessaire. Elle n'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas de classement qui peut le permettre. Elle est juste collective. Mais c'est un préalable obligatoire nécessaire pour lutte efficace. Ok. Une question qui est revenue sur les 2 journées, quelle serait la responsabilité d'un propriétaire où se trouve le nid de frelon asiatique en cas d'attaque sur des passants, sachant que l'on ne peut imposer à un privé de détruire le nid? Sachant qu'il a un nid chez lui, sachant qu'il y a un dispositif de lutte collective et que tout est mis en place pour que la lutte se fasse et qu'il s'y oppose, je ne voudrais pas être à sa place. Concrètement, là, c'est vraiment, après, c'est un débat de juriste, mais je ne voudrais pas à sa place parce qu'il tous les moyens lui étaient donnés pour comment dire, annihiler ce danger dont il en devient propriétaire possesseur parce que le nid est chez lui, même s'il y est pour rien, et c'est quand même de sa responsabilité, en cas de mise en péril d'autrui, ça a été identifié, ça a été vu, il n'a rien fait, là c'est compliqué. À l'inverse, s'il y a absolument, vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, s'il n'y a absolument rien d'organisé, là, la responsabilité peut être, elle est un peu plus diffuse, on va dire. Elle est un peu plus diffuse. Mais elle reste, parce qu'on est chacun responsable. Vous avez un arbre, une branche qui tombe sur quelqu'un, même si ce n'est pas de votre faute que c'est une tempête, vous pouvez être rendu responsable si on décèle que l'arbre était en très mauvaise santé, que voilà, si vraiment il s'avère que dans l'enquête, on va dire ça comme ça, dans l'enquête, l'arbre était en pleine forme et que personne ne pouvait prévoir que l'arbre allait tomber, vous ne serez pas inquiété. Si c'était de l'autorité publique, l'arbre était pourri et que tout le monde disait au propriétaire, tant fais gaffe, ton arbre un jour il va tomber et qu'il tombe, il en est clairement responsable. Le nid de frelon asiatique, c'est pareil. Si le nid, personne ne savait qu'il était là, il n'y est pour rien. S'il avait été signalé et qu'il n'a rien voulu faire, là, je pense que sa responsabilité ne peut pas être engagée. C'est sûr. Je rebondis au tout début de l'arrivée du frelon Velutina. À l'époque, j'étais à la Fredon en Midi-Pyrénées à Toulouse et le préfet avait fait une réunion avec les pompiers, l'Association des maires de France. Et à l'époque, il n'y avait pas de classement. C'était avant que le frelon Velutina soit classé danger sanitaire. Et à la question de l'Association des maires de France, la préfète nous avait répondu qu'il y a le règlement sanitaire départemental. C'est-à-dire que dans le règlement sanitaire départemental, qui existe dans tous les départements de France, il y a 2 articles de loi qui sont intéressants. Un pour limiter la prolifération de la vermine. Alors, il y a insectes, rongeurs, mais il y a le terme vermine qui est utilisé. Donc, ça ouvre l'interprétation même aux extraterrestres. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 articles dans tous nos arrêtés, dans tous nos règlements sanitaires, pardon. Il y a 2 articles qui disent qu'on soit sur des plantes ou qu'on soit sur des bâtiments, si l'administration publique veut déclarer la guerre aux frelons asiatiques ou à n'importe quelle vermine, ils peuvent. On peut le faire. C'est à ça que se rattache la notion de salubrité publique dans les arrêtés préfectoraux.
Ouais, et c'est là où on voit bien aussi la disparité des situations, hein, puisque on lit sur une question posée, mais qui est un témoignage en fait de Michel, d'une réunion de copil départementale avec la préfecture. La réponse est: nous ne pouvons entrer de force chez un particulier. Voilà. Donc, on voit aussi que la difficulté, hein, par certains témoignages et certaines personnes, à rentrer en contact avec les pouvoirs publics, à mobiliser les pouvoirs publics, à se faire entendre ou à se faire reconnaître comme interlocuteur pour monter et organiser des actions. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'homogénéité sur le territoire. Donc, c'était aussi un peu, je dirais, dans les objectifs de ce colloque. Ben voilà, c'est pas parce que certaines choses se passent quelque part que par ailleurs ça va se mettre en place. Et qu'aujourd'hui, ben, je laisserai Étienne peut-être aussi rebondir là-dessus, qu'il y a un besoin aussi de coordination nationale pour essayer au moins de remettre les choses un peu à niveau sur l'ensemble du territoire. Ça va être essentiel. L'idée d'un plan de lutte national, ça va être essentiel. Pour autant, la notion de financement, je pense qu'elle restera intimement liée au département, parce que c'est la région souvent qui a la compétence sanitaire. Elle la délègue, comme c'est en Normandie jusque-là, elle le délègue ou pas au département, mais cette compétence sanitaire-là, c'est à cette compétence qu'on appelle les financements. Et le nerf de la guerre, c'est quand même le financement. Et de ce fait-là, comme chaque département est plus ou moins souverain, les modalités seront toujours adaptées au moins à l'échelle du département. Mais tant mieux si on peut avoir une trame nationale. Ce serait très bien d'avoir une trame nationale forte et ferme pour avoir quelque chose de beaucoup plus… Ça faciliterait les choses dans les départements qui sont plus compliqués. Dessus, ouais. De la même manière, j'ai souvent l'impression, quand on voit la diversité des témoignages, hein, d'être devant ce célèbre village avec son chef sur son bouclier et essaye un peu de donner des directives, et tous ces administrés qui se tapent allègrement sur le coin de la figure. On a toujours un revers à la médaille, mais en tout cas, on va regarder le bon côté. La diversité des initiatives aussi pour tout ce qui est signalement et surveillance. Voilà. Bon, on voit aujourd'hui qu'il y a un groupe de travail sur la plateforme de surveillance qui est mis en place, voilà, dont un des objectifs est d'homogénéiser aussi et de regrouper l'ensemble des signalements, parce qu'on voit bien que malgré certains efforts, hein, Christian peut en parler de ton côté, de faire remonter les données à la plateforme qui aujourd'hui est hébergée par le muséum. Voilà, on peut aussi en profiter pour appeler voilà, à une certaine cohérence dans les signalements et mettre en connexion l'ensemble des bonnes volontés. Ouais. Et puis l'ensemble des portails, parce que c'est clair, la donnée est collectée, plus ou moins, voilà, elle est collectée. C'est vrai que la faire atterrir dans un lieu unique pour l'exploitation des données, ce serait comme idéal. Donc là, il n'y a pas de problème. Il faudra concourir à ça largement, même sur les années passées déjà. C'est pas grave ça. Et juste remercier nos pompiers qui, pendant de nombreuses années, ont fait comme ils ont pu en attendant que on s'organise. Mais c'est vrai que maintenant, ils font par défaut, ce n'est pas leur boulot, ils sont là pour nous sauver la vie et pour éteindre les feux. Mais ils nous ont rendu de grands services et ils nous rendent encore de grands services.